Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Il reste plus que quelques mois à l'ouverture de la compétition panafricaine, la CAN, au Maroc. Et il reste encore 5 années avant le premier match du Mondial 2030, au Maroc toujours, avec l'Espagne et le Portugal, et aussi les 3 pays sélectionnés d'Amérique du Sud, Uruguay, Paraguay et Argentine. Les préparatifs, on le voit déjà dans les villes retenues pour abriter cette compétition de la fin d'année. Donc les préparatifs avancent à belle allure, très vite même. Et pour rester dans la vitesse, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné la semaine passée le coup d'envoi aux travaux de construction, ou plutôt d'extension de la LGV de Kenitra à Marrakech. Pour sa part, l'ARAM lance également son programme d'achat de près de 190 avions et les travaux de construction de ce qui sera le plus grand stade du monde à Ben Slimane ont déjà démarré. En un mot donc, comme en 100, d'ici à 2030, le Maroc aura changé d'allure, plus moderne, plus organisé, plus performant. Il devra, outre les préparatifs physiques et matériels, s'organiser pour recevoir tous ces fans qui ne manqueront pas de se déverser dans le pays. Une Coupe du Monde est toujours la rencontre en effet de dizaines de communautés différentes avec des comportements spécifiques dans les tribunes des stades, des habitudes ancrées de festivités, des langues différentes, des forces et des fragilités à gérer. Et puis, cette question qui taraude, que faire de toutes ces installations sportives le lendemain du coup de sifflet final en 2030? Le Maroc, en acceptant de recevoir ce mondial, accepte aussi en filigrane de préparer sa population à toutes ces nouveautés. Et ça commencera avec la CAN de cette année, sachant que la dernière CAN organisée sur le sol marocain remonte à 1988, donc il y a près de 40 ans. Tour d'horizon de ce qui nous attend donc avec la CAN et le mondial dans 5 ans avec Aziz Daouda avec nous sur le plateau. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Aziz, vous êtes directeur technique de la Confédération africaine d'athlétisme. Bonsoir Sidi, merci de nous recevoir. Marhaba bik, si Yassine Liatioui par Skype, donc à partir de Lyon. Vous êtes, bonsoir si Yassine, vous m'entendez? Vous m'entendez, on se voit, hein, tout va bien. Donc vous êtes secrétaire général et chercheur associé du think tank Neige Maroc et vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'université Lyon 2. Merci d'être avec nous. Alors, je commence par vous, Yassine Liatioui, vous n'êtes pas là, donc on va commencer par vous. Histoire de vous amener chez nous. Donc, si je vous pose la question de savoir comment, globalement, on a préparé l'émission, vous savez de quoi on va parler, mais globalement, comment le Maroc se prépare à cette CAN 25, qu'est-ce que vous répondriez? Et pour le Mondial 2030 aussi. Comment vous voyez les choses à partir de là où vous êtes? Bien sûr, elle se prépare déjà sur le plan des infrastructures, avec le projet des grands stades, un renouvellement donc de ce projet avec le stade de Tanger qui sera le plus grand stade de la compétition en termes d'affluence. Il y aura aussi le complexe Moulay Abdallah de Rabat qui accueillera le match d'ouverture et également la finale et qui abritera l'ensemble des matchs de groupe de la sélection nationale. Et puis il y a aussi une concentration, la Fédération royale marocaine de football a voulu faire une concentration des stades aussi sur Rabat, où il y aura 4 stades. On aura donc un petit peu des allures de Doha 2022 avec une proximité donc géographique sur l'ensemble des enceintes. Rabat va vraiment être la capitale névralgique de cette compétition et les travaux sont en cours. Les initiations pour l'instant sont les indicateurs sont pour l'instant très intéressants en termes de réalisation donc de projets. Tout va se finir au cours du mois de juin, mois de juillet. Donc pour l'instant, les feux sont au vert sur le plan des infrastructures. Mais il y a quand même encore pas mal de points d'interrogation sur d'autres aspects qu'on va débattre bien évidemment tout au long de l'émission. Voilà, merci à vous Yassine Liatioui. Même question pour vous Aziz Daouda. Globalement, comment ça se prépare? Yassine Liatioui est parti sur les infrastructures. Et c'est justement de ça qu'on allait parler, pas justement des infrastructures pour organiser ça. Allez-y, déjà donner votre point de vue. Les infrastructures ne sont qu'une partie de ce que le Maroc se doit de réaliser. Ce qu'il s'est fixé comme objectif en termes d'infrastructures notamment et de mise à niveau de ce dont il bénéficiait déjà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant même d'être candidat à cette CAN, le Maroc avait été candidat à 6 reprises à la Coupe du Monde et à chaque fois, il s'était engagé à réaliser tout ce qui était dans le cahier de charge. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois qu'il a été candidat, à chaque fois il a été au niveau de ce qui était exigé, parce que les engagements n'étaient pas uniquement pour
la compétition, le Maroc a toujours vu dans ces compétitions-là un accélérateur de développement. Donc il s'est fixé une deadline, en fait, parce que ça permet de se fixer une deadline pour réaliser pratiquement tout ce qui doit être prêt pour la compétition elle-même, mais en fait ce qui va servir après la compétition. Parce que quand on parle, par exemple, vous avez parlé dans votre introduction de la ligne à grande vitesse, ce n'est pas uniquement pour la Coupe du Monde, elle ne va pas s'arrêter le londemain, elle va continuer à servir et puis elle va connaître une extension jusqu'à Agadir et pourquoi pas demain jusqu'à Dakhla et même en Afrique. Si vous voulez, on voit très bien que derrière cette compétition ou ces deux compétitions, en filigrane, il y a tout un développement, une mise à niveau du pays et une accélération des chantiers, une accélération de la vision de Sa Majesté depuis 2025, de faire du Maroc un pôle industriel, un pôle de développement au service de la population marocaine, bien évidemment, et également au service du continent. La dernière réunion de Sa Majesté avec recevant les 3 ministres des pays du Sahel, notamment Mali, Jaïd, etc., s'inscrit aussi dans ce cadre, parce que c'est une ouverture pour ces pays sur l'Atlantique, par quel biais? Par le port de Dakhla. Et donc, si vous voulez, c'est un ensemble de réalisations et d'infrastructures qui vont servir pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Afrique très bientôt et pour la Coupe du Monde après, mais qui ont beaucoup plus s'inscrit beaucoup plus dans une vision à long terme. Alors, vous décrivez le Maroc africain. J'apporte juste une petite correction. J'ai un peu de mémoire, Aziz Daouda. C'est à partir de 2000, donc avec Sa Majesté Mohamed VI, que décision avait été prise de dire à la FIFA, de toutes les manières, nous allons réaliser. Exactement. Avant, pour la candidature 98, je pense, et 94, de mémoire, ça n'avait pas été fait. Moi, j'ai eu la chance de participer aux 2 premiers dossiers. Justement, c'est pour ça que je vous le rappelle. Donc, et à ce moment-là, on disait, les autres pays amènent des photos, et le Maroc apporte des maquettes. Et puis à partir de 2000, vous vous rappelez de ce truc. Et puis à partir de 2000, ça avait commencé, et puis voilà, maintenant on a un pays qui est structuré. Parce que l'erreur que faisaient les médias nationaux à l'époque, c'est qu'ils pensaient que les autres pays, quand ils venaient défendre leur candidature, ils avaient déjà les stades construits. La première candidature du Maroc, à la première candidature, le Maroc avait 3 stades aux normes. La France, on n'en avait que 2. Et pourtant, la France a eu la Coupe du Monde avant le Maroc. En 2000. Donc, mais bon, maintenant, ça va bien. C'est pas le propos. Alors, je reste avec vous et on va rentrer dans d'autres détails dont on parle, dont Yassine Atioui a dit qu'on allait parler, et on va en parler. Je reste avec vous, Aziz Daouda, vous qui connaissez bien le public de notre continent, vous connaissez aussi le Maroc. Comment ça va se passer? Quelles sont les dispositions? Nous avons nos traditions, quand on regarde un match qui va se dérouler à Casa ou à Lagos ou à Nairobi, c'est pas particulièrement la même ambiance qu'il y aurait à Milan, qu'il y aurait à Barcelone. Donc d'après vous, comment gérer ça? Comment gérer donc ces festivités qu'il y aura, cette animation qu'il y aura dans les gradins, dans les stades, dans les rues, avec notre public? Le premier palier, c'est déjà de permettre à ces gens d'arriver au Maroc. Vous savez que la pire des difficultés que vit le continent, ce sont les liaisons aériennes. Il n'y a pas beaucoup de liaisons aériennes en Afrique. Il y a quelques compagnies, dont la compagnie nationale, qui desservent et qui desservent pas mal de pays et donc de capitales de ces pays, qui pourraient ramener du monde. Oui. Mais s'il n'y a pas un renforcement, et c'est ce que se propose de faire la compagnie nationale, puisqu'elle vient de signer un contrat ou une convention avec la CAF, pour justement faciliter le transport et l'affluence Vous estimez à combien à peu près le public? Très difficile à estimer. Pourquoi? Parce que c'est une question de coût. Vous savez, l'Afrique, ce qu'on oublie, c'est que l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. En Europe, les plus grandes distances, c'est 2 heures, 2 heures et demie d'avion, pas plus. En Afrique, le minimum, c'est 2 heures et demie d'avion. Et donc, par exemple, pour les supporters d'Afrique du Sud sont quasiment à la même distance que des supporters marocains qui iraient au Japon ou en Inde. Donc, vous voyez, et les coûts sont conséquents. Donc, je ne sais pas ce que prévoit la RAM, parce que dans la Convention, il est prévu de faciliter les choses. Faciliter à quel niveau? Est-ce que faciliter par le nombre de places qui va être, donc, et d'avions qui vont être affrétés? Faciliter par les prix? Mettre en place une tarification qui permette aux gens de se déplacer, parce que les supporters du football et du sport en général ne sont pas connus pour être les plus riches du monde. Donc il y a lieu de faire des choses. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un puisse s'aventurer à dire on s'attend à tant de personnes. Pour la Coupe du Monde, il est plus facile de faire des calculs comme ça, parce que on peut faire un benchmarking avec les 2 ou 3 dernières éditions. Pour la CAF, c'est toujours différent.
tout dépend de la... il y a eu plus d'affluence quand la compétition était au centre de l'Afrique, notamment dans la partie occidentale de l'Afrique, où les distances entre les pays ne sont pas énormes. Vous savez, quand vous êtes au Ghana, Togo, etc., vous êtes pratiquement dans le même pays. Et donc pour l'animation, pour les festivités, pour l'ambiance, pour alors là, il est garanti que ça va être une grande fête. Parce que les Africains savent faire la fête. C'est un continent, je vous vois sourire parce que vous joyeux. savez de quoi il s'agit. Oui. C'est un continent joyeux. Très bien. Alors, encore une petite remarque, quand on aime, on compte pas, comme on dit Aziz Daouda. Les Marocains partaient à Qatar à la fin, juste après le 8e, après l'Espagne, après le Portugal. Pour à chaque fois, il y avait plus ça de partait, ça partait. Pourtant, c'était très loin. Yassine Yati, alors, le Maroc dispose d'instituts de métiers, des sciences ou des sports où les étudiants apprennent à peu près tout ce qui doit être su en matière de sport. En quoi pourrait-il, peut-être pour la CAN, c'est un peu tard, mais pour le mondial, en quoi ça pourrait servir? Est-ce que vous avez suivi ça très certainement? En quoi, qu'est-ce qu'on peut apprendre à nos étudiants, à ces étudiants, pour ajouter aussi cette organisation d'un événement comme le mondial? C'est quand même pas anodin comme organisation. En quoi peuvent agir ces instituts des métiers, des sciences, des sports? Avant de répondre à cette question qui est très intéressante, juste un petit prolongement par rapport à l'analyse de M. Daouda. Oui, ça va être aussi une Coupe d'Afrique des Nations par rapport au public. Ça sera aussi la Coupe d'Afrique des Nations des diasporas. Et non pas uniquement de la diaspora marocaine, mais des diasporas africaines présentes en Europe, qui seront très intéressées de par la proximité donc géographique du Maroc, de par également la multiplication des liaisons aériennes low cost, mais également bon marché, permettront donc aux diasporas marocaines, sénégalaises, maliennes, algériennes, tunisiennes, de l'ensemble des grands pays africains participant donc à cette Coupe d'Afrique, de pouvoir aussi s'y rendre. Et ça va être aussi une réelle première sur le plan sociologique d'avoir autant aussi de diversification sur le plan du public, avec donc ces diasporas présentes en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, qui seraient aussi très intéressés pour venir peut-être pour des courtes périodes, étant donné que ça sera sur en plus la période de fin d'année, qui correspond en plus aux vacances de décembre, aux vacances de Noël sur le continent européen, ou un peu plus longue pour les férus de football et les passionnés de football. Donc je voulais juste préciser cet aspect qui sera aussi très intéressant à analyser à la fin de cette année civile. Mais sur le plan des instituts des métiers donc, et des sciences du sport au Maroc, de toute façon, déjà, il y en a plusieurs. Il y a l'Institut des métiers du sport de Kenitra, qui, elle, plutôt est spécialisée sur l'analyse du sport, sur l'entraînement, sur le parasport également, sur la digitalisation. Et il y a également l'université de Setat, où je suis intervenu à plusieurs reprises à la fin de l'année 2024 et début d'année 2025 pour rencontrer les étudiants dans le cadre de conférences. Et cet institut des sciences du sport de Setat, elle, forme vraiment dans le management, sur le sport santé, sur le coaching. Et donc, il est véritablement important de compter sur ces instituts afin de pouvoir former le maximum de jeunes possibles, les insérer dans donc le monde de l'emploi et créer une véritable économie du sport qui sera ensuite bénéfique pour l'après-mondial 2030. Parce que l'économie du sport, c'est une économie qui existe même après les événements. On peut le voir dans les pays références comme la France, les États-Unis ou encore l'Espagne. Par exemple, pour la France, la part du sport, c'est quand même un peu plus de 2% du PIB. Pour l'Espagne, c'est à hauteur de 4%. Pour l'instant, le Maroc, les prévisions sont à 1,5% à l'horizon 2030. Il y a encore beaucoup donc à faire pour intégrer véritablement un ruissellement, une pérennisation de l'économie du sport sur l'ensemble du territoire. Et moi, ce que j'aimerais... Est-ce qu'il y a déjà une prise de conscience au niveau des managements de ces instituts pour se mettre en ordre de marche pour le mondial? Il y a une prise de conscience, mais il y a pour l'instant pas la réflexion profonde sur le potentiel immense de cette candidature entre le Maroc et l'Espagne et le Portugal. Moi, je milite par exemple pour un accord tripartite entre les trois pays pour la formation en fait de métiers élémentaires et les métiers connexes au mondial donc 2030. Cela permettrait en fait via cet accord d'exister même après le mondial et de créer en fait un pôle d'excellence des métiers du sport méditerranéen
marocain, qui serait véritablement bénéfique en fait pour l'ensemble de la jeunesse. Donc en fait, il y a encore des enjeux à faire et c'est pour ça que les différents ministères donc de l'enseignement et des sports marocains, espagnols et portugais doivent travailler d'arrache-pied dès cette année 2025 afin de créer aussi des jumelages entre les différents instituts de sciences du sport des 3 pays. Très bien. Aziz Daouda, je voudrais vous poser la même question qu'à Yassine Yattioui d'ailleurs. On a parlé de la gestion des flux. Alors la gestion des flux, bien sûr la gestion sécuritaire. Là, il y a des protocoles, je crois que nos services de sécurité savent faire parce qu'il y a des... Mais nous avons l'habitude. On a l'habitude de ça. Mais pour autant, des centaines de milliers, on va dire, vous n'avez pas estimé, mais on va dire des centaines de milliers, ce qu'a dit Yassine Yattioui porte sens et fait sens parce qu'effectivement, il y a ces diasporas qui sont pas très loin et qui ont un pouvoir d'achat qui leur permettent de venir. Donc on va laisser le côté sécuritaire, mais d'un autre côté, il y a des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes pour le mondial. Ce sont des langues différentes, ce sont des habitudes de consommation différentes, ce sont des habitudes de festoyer différentes, ce sont des habitudes de comportement vestimentaire, des habitudes vestimentaires différentes. Comment ça se gère tout ça? On n'a pas l'habitude. La dernière fois qu'on a véritablement reçu une grande compétition, c'était il y a 37 ans. Non, on a reçu les Jeux africains il n'y a pas longtemps, en 2019. Oui, mais ce n'est pas la même envergure que pour le foot. Non, beaucoup plus de monde, beaucoup plus de sportifs, parce que là, c'est un autre type de gestion. Non, pour ça, on sait faire. Bon, la question maintenant, c'est de répondre aux besoins spécifiques de ces supporters. Parce que, vous voyez, c'est des gens, quand ils viennent, ils sont d'abord de différents niveaux, disons, économiques. Et donc, il faut répondre à tous les besoins. D'ailleurs, le Qatar a été surpris et a répondu rapidement, et il a eu la capacité de le faire, en mettant en place un habitat qui n'avait pas prévu dans les dimensions qui ont été les dimensions finales, où ils ont aménagé des conteneurs, etc., pour permettre à une catégorie de jeunes, notamment qui ne sont pas forcément riches, et qui ne peuvent pas se permettre des hôtels de 4 ou 5 étoiles, etc., donc de pouvoir aussi assister. Donc le Maroc va devoir répondre aux besoins spécifiques de ces populations. Et je pense qu'il y a, comme les gens du tourisme savent faire dans ce cadre-là, il sera prévu des possibilités pour ces gens, des packaging qui permettent justement à ces jeunes de pouvoir se loger dans les meilleures conditions. La problématique vient de ce qu'a précisé Yassine, c'est qu'il y a une concentration sur Rabat. Est-ce que Rabat va pouvoir donner la possibilité à tout ce public d'être logé dans Rabat lui-même? Donc, ce qui va poser quelques difficultés quand même, parce que la capacité hôtelière de Rabat, la capacité d'hébergement de Rabat est connue. Il va y avoir beaucoup de Airbnb, beaucoup. Les gens vont pouvoir se débrouiller d'eux-mêmes, etc. Donc, mais toute la problématique, c'est de pouvoir permettre à ces spectateurs un accès facile, donc un transport urbain qui puisse répondre aux besoins justement de la compétition, parce qu'ils ne seront pas forcément tous dans le périmètre du stade. Donc, un transport facile, mais aussi des accès faciles et des sorties faciles du stade. Ce qu'on ne sait pas très bien faire au Maroc, quand on organise des matchs nationaux. Dans notre championnat, l'organisation laisse à désirer. Il y a des matchs qui se passent dans des conditions chaotiques dès que le public dépasse une certaine influence. Dès qu'une certaine influence est dépassée. Et pour cela, il va falloir travailler. Alors, bien évidemment, il y a de plus en plus de spécialistes. Il y a ceux qui sont en formation. Par exemple, vous avez parlé de Kenitra. J'ai aussi l'habitude de fréquenter Kenitra et STAT, où des cadres sont en formation. Mais il y a également un master spécialisé en journalisme sportif qui vient d'être lancé cette année, pour la première fois au Maroc, à l'Institut supérieur de journalisme. J'ai la chance d'y intervenir. Et donc, le Maroc est en train de prendre les devants. C'est-à-dire qu'il y a une véritable prise de conscience. Elle n'est pas encore, si vous voulez, coordonnée. Elle gagnerait à l'être, de façon à ce que... Il n'y a plus beaucoup de temps. Hein. On a toujours le temps de faire les choses quand on les a comprises. Parce que toute la problématique, c'est de comprendre quels sont les problèmes qui vont se poser. Vous venez de poser quelques questions qui sont pertinentes. Donc les comités d'organisation devront se saisir de cette situation. Parce que, bon, en fait, in fine, qu'est-ce que nous cherchons? Que les gens viennent dans de bonnes conditions, qu'ils puissent dépenser leur argent aussi dans de bonnes conditions. C'est du business, l'organisation d'une manifestation. C'est pas vraiment le but, mais ça fait partie des buts. Qu'ils participent dans le PIB. Bon, Yassine a parlé d'un PIB de 1,5 au Maroc. Effectivement, officiellement, le chiffre est d'1,5. Mais la façon de calculer élimine beaucoup de rentrées qui sont en fait des rentrées sportives, mais qui ne sont pas comptabilisées pour le sport. Vous savez, tous les grands tournois de golf qu'on organise, etc., sont comptabilisés pour le tourisme. Les gens qui viennent à Marrakech jouer au golf à longueur d'année sont comptabilisés pour le tourisme. Les gens qui consomment des produits sportifs
Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a un engouement vers cela, sont comptabilisés textiles, chaussures, etc. Ils ne sont pas comptabilisés sport. Donc, finalement, si on s'amusait à faire le calcul convenablement, si le HCP voulait le faire convenablement, en tenant compte de ces choses-là, le PIB, la part du sport dans le PIB, de l'économie du sport dans le PIB marocain serait de l'ordre de 5 ou 6%. Elle ne serait plus de 1,5. Oui, parce qu'il y a une grande consommation. Il n'y a qu'à voir les habitudes de consommation de nos jeunes. Qu'est-ce qu'ils portent à leurs pieds, par exemple? Oui, pas uniquement les jeunes, pas uniquement tout le monde. Disons, concentrons-nous sur la majorité de la population, c'est les jeunes, c'est tous berdila. Qu'est-ce qu'ils portent en haut? Des t-shirts. Beaucoup de gens se baladent en jogging, etc. C'est du textile sportif. Alors, il reste pour cette question, justement, et là, je reviens vers vous, Yassine Yatioui, concrètement, il y a un public, qui parle pas français. Je parle de la CAN, je ne parle même pas encore du mondial. Il y a un public qui ne parle pas le français. Quelqu'un se retrouve à l'hôpital. Est-ce qu'on aurait prévu des infirmiers, un corps médical qui parle les langues qu'il faut? Il y a l'espagnol, il y a le portugais, il y a l'anglais. Il y a les habitudes aussi à gérer. Il y a un public qui pourrait demander des boissons alcoolisées, par exemple. Voilà, c'est le genre de choses de comment pouvoir gérer ça. C'est-à-dire une rencontre de deux cultures, une rencontre de deux manières de voir les choses, la marocaine et les autres. Comment vous voyez les choses à votre niveau? Moi, je vois également la possibilité et la richesse que nos universités marocaines ont au niveau des universités de langue. On a quand même une jeunesse qui est très intéressée par les langues étrangères. Utilisons cette jeunesse en faisant des services civiques, comme le font les pays européens, des contrats courts, des contrats d'été ou des contrats événementiels, étant donné que la Coupe d'Afrique des Nations sera au mois de décembre, afin de pouvoir utiliser cette jeunesse, qu'elle soit présente dans les aéroports, dans les gares, dans les services hospitaliers, dans également les services de transport, et puis avoisinant aussi les zones de stade. Ça serait très intéressant d'utiliser donc cette jeunesse. Ça lui permettra de s'insérer directement en plus sur le marché de l'emploi avec des contrats courts. Ça lui permettra également de se former. Et puis, il y aura aussi ce sentiment d'appartenance. Parce que ce sentiment d'appartenance est très important. En France, par exemple, quand il y a eu l'Euro 2016, étant donné, moi, je suis né en France de parents marocains, j'ai pu également pouvoir bénéficier de ce suivi de compétition en 2016. Eh ben, il y a eu bon nombre de services civiques d'étudiants dans les fan zones, dans les aéroports, sur l'ensemble en fait de la compétition. Et ça a vraiment créé en fait une fierté nationale où même après la compétition, on pouvait encore voir les t-shirts Euro 2016 portés par cette jeunesse qui était très très fière d'avoir été partie intégrante de cette compétition. Il y a aussi le rôle de la diaspora qui serait très intéressante. Pourquoi pas mener également des services consulaires présents un petit peu partout en Europe afin de proposer également un appel à contribution, un appel à service civique pour que la diaspora puisse se déplacer pendant les vacances de décembre pour la Coupe d'Afrique des Nations et créer en plus ce lien profond qu'a la diaspora avec le drapeau et le royaume. Donc en fait, il y a des potentiels immenses, mais maintenant, ces idées doivent se transformer véritablement en actes. Voilà pourquoi nos dirigeants, au sein des différents services ministériels, consulaires, mais également au sein de la Fédération marocaine de football, puissent vraiment réfléchir à ce potentiel immense et le transformer en actes sur le terrain pour organiser la plus belle des CAN, surtout que le standing a été élevé. Parce que lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont véritablement réussi l'organisation de cette CAN sur le plan organisationnel et événementiel. Ils ont mis la barre très haut, les Ivoiriens. Les amis ivoiriens ont mis la barre très haut. Il va falloir faire aussi bien, sinon mieux. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude. Vous parlez de bénévolat, vous avez tous les deux parlé de bénévolat. Effectivement, nous avons une population de jeunes, des étudiants qui seraient capables, qui seraient prêts à faire ça. Aziz Daouda, alors, la question difficile, la question qui fâche, comme on dit. Bon, vous avez parlé de la LGB tout à l'heure. Effectivement, c'est pas une fois que le mondial ou la CAN seront, enfin pas la CAN, mais le mondial sera passé, de toute manière, la
la LGV, le TGV, on voit bien que ça fonctionne parfaitement entre Casa et Tanger. Mais pour le reste, la question qui se pose pour y aller clairement, le stade, le grand stade Hassan Ben Slimane. Écoutez, d'abord, je voudrais rebondir légèrement sur ce qui vient d'être dit, c'est que, vous savez, la réussite d'une compétition, une compétition ne réussit que si la population s'en accapare. Oui. Et en cela, il faut faire un effort. Parce qu'aujourd'hui, bon, il y a des techniciens qui travaillent, des ingénieurs, des dirigeants, des managers, etc., qui sont en train de préparer les choses. Mais on ne sent pas encore, mis à part les quelques sorties de temps à autre sur la question, il n'y a pas encore un engouement, disons, de la population. Et cela passe par le volontariat. Si demain on lançait un appel... Il n'y a pas encore de sensibilisation, de communication, voilà, il n'y a pas encore ce travail qui a été fait. Et les volontaires, ça se forme. D'abord, ça se sélectionne, il faut les sélectionner, puis ensuite, il faut les former, ces volontaires, à l'organisation, en fonction des missions, etc. Vous avez parlé, par exemple, d'hôpitaux. Eh bien, dès à présent, il faut peut-être recruter ou attirer des jeunes qui sont dans le milieu médical, qui parlent davantage anglais, hispanophones, lusophones, etc. anglophones. Voilà, exactement. Et Dieu merci, nous avons cela. Et nous avons eu l'expérience, parce qu'en 83, pour les Jeux méditerranéens, on l'avait fait. Parce que c'était la première fois qu'on allait recevoir un peu, disons, le monde de la Méditerranée, où les gens ne parlent pas forcément tous ni arabe ni français, et donc il fallait. Et on a préparé justement des volontaires. Et à l'époque, les Marocains n'étaient pas encore assez versés dans l'anglais comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui apprennent, parce qu'on peut même dire que l'école est en retard par rapport à la jeunesse en matière d'enseignement de l'anglais. Les jeunes parlent anglais sans même aller à l'école. Oui. Donc ils découvrent l'anglais par eux-mêmes, ils le travaillent par eux-mêmes, etc. Donc le potentiel pour organiser, pour s'accaparer de la compétition, il existe. De temps à autre, on voit par exemple des gendarmes parler anglais avec des touristes. Oui. Oui. Personne n'y pense. Des policiers parlaient anglais, des chauffeurs de taxi parlaient anglais. Donc on pourrait créer justement une ambiance autour de ça et commencer le plus tôt possible de façon à ce que la population s'accapare de la compétition, et c'est ce qui va garantir sa réussite. Alors revenez à la question sur le maintenant stade. Pour les infrastructures. Tout le monde se pose cette question. Moi, je suis le premier à me la poser. Bon, ce qui est dit en filigrane, c'est que le Maroc va continuer à organiser des manifestations et à attirer des manifestations internationales pour faire vivre ces infrastructures. Parce qu'il faut les faire vivre. Toute la question, est-ce qu'on va les faire vivre intelligemment ou est-ce qu'on va juste les fermer et les garder fermés jusqu'au week-end pour les faire travailler les week-ends et encore. Et encore, parce que des fois, même si vous avez une équipe... Qu'est-ce qu'on peut faire avec, par exemple des concerts Exactement. Il ne faut pas oublier que le football est une expression culturelle. Et donc le stade n'est qu'un théâtre, finalement. Oui. Finalement. Oui. C'est un théâtre avec une scène qui est centrale. Eh bien, cette scène centrale, elle peut servir à plusieurs choses. Il faut être inventif, il faut être intelligent, travailler sur ces choses-là, et il ne faut pas cloisonner les choses. Parce que si on considère que ça n'est que des infrastructures sportives et qu'il n'y ait que le ministère des Sports ou la fédération ou je ne sais quel organisme pour s'en occuper, sans s'ouvrir sur le reste des activités culturelles notamment, ça pourrait poser problème. Mais si cela s'ouvre, et on vient de vivre quelque chose d'extrêmement intéressant, ce qui se passe au Chella à Rabat. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a créé une société, et ça marche très bien. Qui gère le patrimoine de Rabat, et qui a introduit des techniques de management, etc., et qui fait qu'aujourd'hui, cette société est bénéficiaire. Parce que le Chella n'est plus le Chella d'antan. Le Chella est devenu un lieu de villégiature, de restauration, d'organisation de manifestations culturelles et de visites patrimoniales. Donc, ces 3 ou 4 ou 5 activités qui sont de type d'activité génèrent des bénéfices. Le stade peut servir à ça aussi. Mais si évidemment il n'est réservé qu'au football, ça sera donc ne pas le fermer forcément, voilà. Et en faire autre chose. Vous avez dit que le foot est une manifestation culturelle, une expression culturelle. Donc oui, effectivement, je vous voyais opiner de la tête, Yacine Liateou, si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, avant de vous poser la question sur la diplomatie sportive que vous connaissez bien, en quoi elle pourrait servir ce rayonnement à international ou même continental du pays. Mais une réaction sur le grand stade en construction aussi, si vous voulez. Par rapport à la brillante analyse de M. Daouda sur le fait de multiplier les activités et donc également intégrer la sphère culturelle
surtout que le Maroc peut se targuer d'avoir une immense culture, et d'utiliser ce prochain stade Ben Slimane comme également théâtre de promotion et de mise en avant donc de cette richesse culturelle, ça serait une véritable force et véritable avantage aussi pour le royaume. Mais sur le plan sportif, il faut également s'étendre au-delà du football. Moi, je milite, j'avais déjà parlé dans un invité de la rédaction sur Média il y a quelques mois, que le stade Ben Slimane doit être aussi une piste de réflexion pour des Jeux Olympiques de Casablanca 2036 ou 2040. Il faut véritablement se placer sur ces Jeux Olympiques qui sera une véritable continuité et inscrira là définitivement le Maroc non plus comme un candidat ponctuel, mais comme un leader incontesté et incontestable de la sphère sportive internationale. Et de par cette candidature, il faudrait qu'en parallèle sur la sphère périphérique de l'enceinte Ben Slimane, créer un INSEP à la marocaine. L'INSEP, en fait, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance qui existe en France, qui est en fait le centre d'entraînement olympique, mais aussi paralympique de référence. On a vu que les Jeux paralympiques ont été une véritable réussite. Pensons également au sport paralympique qui doit avoir plus de moyens afin que le Maroc continue d'avoir d'excellents ambassadeurs au sein des Jeux paralympiques et puis également avoir vraiment une expertise de très haut niveau en parallèle donc de ce stade Ben Slimane pour avoir un pôle d'excellence et non plus vivre l'humiliation qu'on a eue lors des derniers Jeux olympiques où sans l'équipe de football et sans également le génie Bakali, le Maroc n'aurait pas eu de médaille. Donc il faut véritablement réfléchir sur cela afin de créer une dynamique positive sur le post-2030. Rapidement, juste une précision sur cette question du grand stade de Ben Slimane. Il se dit, où il y a des propositions, des idées qui tournent sur la possibilité d'externaliser des compétitions internationales, enfin certains matchs finaux peut-être. Oui, mais c'est pas ça qui va le faire vivre, ni notre. Pas mal quand même. Oui, ça peut contribuer, mais ce qui le ferait vivre et donc le rentabiliser, quoique un stade, c'est toujours, toutes les infrastructures sportives généralement sont des investissements à fonds perdus. C'est comme ça, sauf un peu aux États-Unis où on arrive à rentabiliser. Il est difficile de rentabiliser un stade. Le Stade de France n'a jamais été rentabilisé, ne le sera pas. Et pourtant, mais pour l'entretenir, pour le faire vivre et pour qu'il ne périclite pas, parce que c'est ça aussi, il faut qu'il continue à vivre au niveau où il aura été pour la Coupe du Monde, il faut des activités. Et pas uniquement que des matchs de football. Parce que vous allez recueillir quoi? Allez, une Coupe d'Europe, une Coupe de ceci, enfin une finale européenne, ça reste une finale 3-4. Mais ça, voilà, ça reste 3, 4, 5. Donc c'est pérennisé. Pérennisé, c'est la culture. Les choses. Alors je reviens à vous, Yassine Latoué, pour cette question de diplomatie sportive. On en a beaucoup parlé, on continue d'en parler. Ça fait partie des aspects qui concernent donc l'organisation de ces deux compétitions. Le Maroc se coordonne, collabore, travaille avec les pays de notre continent, les pays africains. En quoi ça peut servir aussi ailleurs, en matière de diplomatie sportive, en matière de rayonnement, en matière de rayonnement national. L'outil de soft power et l'outil également de nation branding. Il faut que l'image de marque Made in Morocco continue également à se pérenniser post-2025 et post-2030. Le travail faramineux de la Fédération royale marocaine de football depuis la présidence de Fawzi Lekja en 2014 montre qu'il y a un travail de fond. Plus de 40 accords ont été signés avec les fédérations africaines depuis son arrivée à la présidence. Il faut continuer sur cet aspect et non plus également garder comme chasse gardée le continent africain, mais également se porter vers l'international. On a beaucoup à apprendre, par exemple, le Maroc a beaucoup à apprendre du football asiatique qui se développe également de manière très exponentielle. Moi, je milite depuis plusieurs années sur un institut de recherche affilié
à la Fédération royale marocaine de football comme l'a fait la Fédération saoudienne. La Fédération saoudienne, depuis 2023, a un institut de recherche qui s'appelle SAFIR, S-A-2-F-I-R, avec à sa tête Pierre Lanfranchi, très grand historien du sport et ancien président du CIES. Il serait préférable de créer cela le plus rapidement possible afin d'avoir des experts du sport, des géopolitologues, des économistes, des historiens, mais également des sociologues, afin de pouvoir travailler d'arrache-pied pour préparer au mieux le Mondial 2030 et également proposer des solutions sur tout ce que l'on vient d'évoquer ensemble depuis plusieurs minutes, le post-2030. Donc les Jeux Olympiques 2036, les Jeux Olympiques 2040, s'axer également beaucoup sur le sport inclusif, avec donc également les sports à mobilité réduite, continuer également l'essor du football féminin. En plus, ce mercredi, il y a eu une véritable consécration pour la première CAN de futsal féminine, et également intégrer donc cela par une piste de réflexion appuyée qui sera au service de la fédération, au service également du ministère des Sports, et cela vraiment serait très très bénéfique pour le royaume. Profitons donc de cela. Il faut que la Fédération royale marocaine de football et l'ensemble des fédérations sportives puissent également regarder ce qu'il y a de bien en dehors donc du continent africain, afin de l'emmener non pas en copier-coller, mais avec les réalités africaines, les réalités marocaines, et apporter un mieux pour le sport marocain de manière multidimensionnelle. Je reste avec vous, Yacine Liatioui, pour deux questions qui se posent. Donc, pour vous comme d'habitude, je commence par vous. Cette question très courte en matière de mobilité se pose la question du visa. Je parle des visas, enfin de facilité de mobilité, et je parle du mondial. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous pensez que cette histoire va être réglée? Même chose pour vous, Aziz Daouda. Allez-y, Yacine. Moi, j'étais supporter des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Je me suis donc déplacé en Russie lors de ce mondial. Et il y avait un très bon fonctionnement en Russie lors de ce mondial. C'était le fonctionnement billet égale visa d'un mois. Voilà. Si nous achetons un billet pour une rencontre, eh ben cela permet de bénéficier directement en fait d'un visa automatique d'un mois sur le territoire. Cela emmène directement l'achat de la billetterie, qui est, on va dire, le nerf de la guerre lors des compétitions afin de remplir les stades. Et ensuite, cela bénéficiera pour l'ensemble donc du royaume, afin qu'il y ait non pas uniquement un tourisme sportif, mais un tourisme multidimensionnel. Ça permettra comme ça aux supporters donc du monde entier de pouvoir après profiter des richesses du royaume. Vous pensez que ça se passera aussi clairement et aussi d'une manière aussi fluide que ça, Aziz Daouda? Ça doit l'être. En tous les cas, ça doit l'être. On est d'accord. Est-ce que ça va l'être? FIFA et les pays organisateurs l'ont expérimenté justement en Russie puis au Qatar. Au Qatar, c'était la même chose. Avec le billet, vous aviez accès au pays. Le billet correspondait exactement à un visa électronique, parce que quand vous achetez votre billet, vous l'achetez de manière électronique. Donc vous introduisez des informations, c'est comme si vous faisiez une demande de visa. Et quand vous recevez votre billet, c'est comme si vous avez obtenu un visa. Les amis, s'il vous plaît, Aziz Daouda, Yacine Liatioui, le Qatar et la Russie, c'est pas l'Union européenne, c'est pas Schengen. D'accord. Et il y a des logiques qui sont différentes. Il y a on voit les débats qui sont un peu partout en Europe, les visas, l'immigration. Pour ces compétitions, il y a une seule logique, c'est celle de FIFA. Il y a une seule logique. C'est celle de FIFA. Permettre à un maximum de gens de suivre leurs équipes nationales. D'abord, permettre aux joueurs eux-mêmes d'avoir accès au pays, ce qui sera, c'est un engagement. Tous les pays. Le premier document que vous signez, ou l'un des premiers documents que vous signez quand vous êtes candidat à quelque chose, c'est de permettre à tout participant de pouvoir accéder à votre territoire, même si vous êtes en guerre avec lui. Donc ce sont des règles FIFA, je vois Yacine aussi dire oui de la tête. Pour les joueurs. Maintenant, FIFA tout l'aura de FIFA repose justement sur les fans. C'est ça. Toutes les grandes fédérations internationales aujourd'hui ne travaillent que sur les fans. Plus vous avez de fans, plus votre sport est grand. Et donc FIFA a intérêt à ce qu'il y ait le plus de fans possible pour le football. Et le plus de fans possible, c'est le plus de fans possible dans des trains, dans des avions, avec un visa pour pouvoir accéder à la compétition. Toutes les fans, j'insiste sur cette question, mais non, vous avez absolument la force de la FIFA, c'est les fans. Va s'adapter. Mais les fans, il y en aura assez en Europe, assez aux États-Unis, enfin en Amérique, assez en Asie, assez en Amérique latine, pour dire, ouais, de toute manière, on a rempli les stades. Moi, j'ai peur qu'il y ait une sorte de mauvaise foi quelque part. Question il y en aura toujours, et c'est le rôle des sécuritaires de travailler dessus.
Mais je suis certain que le Maroc va s'adapter à ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire, déjà, le Maroc... Le problème, c'est ceux qui donnent les visas pour partir en Europe, pour partir en Espagne et au Portugal. Moi, j'ai envie de regarder un match, j'ai envie de prendre ma voiture et de partir. Ça va se passer avec les billets. Vous allez voir. Vous allez voir. Avec les billets. Oui, ils ne feront pas autrement. Parce que c'est exactement... Parce que quand vous remplissez un formulaire de demande de visa, c'est exactement le même type quasiment de renseignement qu'on vous demande quand vous voulez acheter votre billet de manière électronique. Parce que vous introduisez quand même un numéro de passeport, vous introduisez des choses. Et donc, il peut y avoir un contrôle qui ne soit pas visible, donc en back-office de ces choses-là, de sécuritaires qui pourraient, eux, travailler là-dessus. Et celui qui est douteux ou celui qui ne recevrait pas son billet, par exemple. Vous voulez faire une remarque, Yacine Zioui ? Oui. Il y a le système de l'ID card, en fait. Nous avons une ID card quand, en fait, nous remplissons les informations sur Internet plusieurs mois à l'avance. Et puis ensuite, quand on approche de la compétition, à moins de 60 jours, nous pouvons recevoir soit en version digitalisée, soit directement par voie postale, et même une sorte d'ID card, en fait, une sorte de carte électronique, physique, que nous devons en fait présenter directement à l'aéroport. Moi, par exemple, quand je me suis rendu directement à l'aéroport donc de Moscou. Et pour anecdote, moi je suis franco-marocain, donc je détiens les deux nationalités. Et pour l'histoire et pour le sentiment patriotique, j'étais parti en Russie uniquement avec mon passeport marocain. Et donc cela a fait office vraiment de visa, étant donné que je suis rendu là-bas uniquement donc grâce à l'achat donc des rencontres que j'ai réservées. Et cela n'est pas uniquement une volonté, on va dire, isolée. Non, ce sont les prérogatives de la FIFA. Ça veut dire que tout candidat qui refuse ce système de fonctionnement, automatiquement, sa candidature sera refusée. Donc, cela va être profitable pour le Maroc, mais cela va être également les conditions pour l'Espagne et le Portugal. Donc, pour un touriste marocain qui souhaite voir un match de la Coupe du Monde à Bernabéu, à Madrid ou au stade Dragao de Porto, eh ben, il n'aura qu'à acheter en fait une place pour le match et pouvoir bénéficier donc d'un visa touristique d'un mois qui lui permettra de visiter donc la péninsule ibérique. Alors ça c'est le côté, donc tout ce qui est mobilité, sécuritaire, les extrêmes, etc. Donc on parle du visa. Mais il y a aussi un autre problème qui se pose de la part des écologistes, des militants environnementaux, une sorte de bashing, la décarbonation, comment ça va se passer, la signature écologique de cet événement. Je commence par vous, Aziz Daouda. On dit que bon, comme on va démarrer déjà en Amérique latine, après c'est tout le monde qui doit se déplacer. Ensuite c'est le déplacement entre les trois pays. Ensuite, etc. On répond quoi à ce genre de... C'est pas tout le monde qui va se déplacer, c'est les équipes d'Amérique latine qui seraient qualifiées et quelques spectateurs, enfin les spectateurs qui vont les accompagner. Bon, c'est des flux tout à fait normaux. Écoutez, la question écologique, si on en fait une idéologie, c'est quand même regrettable que de ne raisonner qu'en termes négatifs. C'est en train de devenir une idéologie. Alors, il vaut mieux être plus pragmatique que ça et dire, bon, cette manifestation, elle sert à quoi, finalement? Elle sert à permettre à la jeunesse du monde de se retrouver quelque part pendant un mois, à se connaître, à festoyer ensemble, à vivre ensemble. À faire la fête pendant 40 jours. Et il n'y a pas une autre façon de faire pour réunir le monde entier autour de choses simples, qui sont la compétition sportive, que ce soit les Jeux Olympiques, des championnats du monde, la Coupe du Monde, etc. C'est des choses très simples, à la portée de tous, comprises par tous. Donc c'est un langage commun qui est parlé par toutes les populations du monde entier. Et si vous voulez promouvoir la paix, vous ne pouvez pas faire autrement, et mieux. Et donc, si vous laissez ça a un coût écologique, allons calculer tout cela, et je ne sais pas qui est l'expert qui va pouvoir calculer tout cela, si ça a un coût, il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent dans le monde, qui ont un coût beaucoup plus élevé, et qui détruisent une partie du monde. Voilà. Je vois une partie d'agacement un peu dans votre réponse. Voilà, j'ai compris. C'est pour vous, Yacine Eliateoui. Vous allez conclure là-dessus parce qu'il nous reste exactement 1 minute et demie. Allez-y. Sur cette question écologique, il faut aller au-delà. Je suis totalement d'accord avec M. Daouda. C'est une Coupe du Monde du centenaire, donc ça serait une Coupe du Monde déjà très particulière. Oui. Ça sera la première Coupe du Monde aussi sur 2 continents. Donc oui, il y aura une empreinte
écologique, mais cette empreinte écologique, elle sera à contrario une véritable fête du football, une véritable jonction également des rives nord et des rives sud de la Méditerranée, afin de montrer aussi la force culturelle et interculturelle qu'il y a et les liaisons d'histoire qu'il y a également entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Et moi, je défendrai également pour ce post-mondial 2030 qu'il y a un véritable accord de sous-région entre les trois pays afin de permettre une coopération économique, diplomatique, culturelle pour pouvoir bénéficier donc de ce mondial comme vitrine et puis ensuite pour les décennies à venir permettre à la jeunesse marocaine, espagnole et portugaise de continuer à apprendre de l'autre, de continuer également à se rencontrer, à travailler ensemble et à créer une véritable dynamique pour ces trois pays qui ont vraiment une histoire très profonde et qui date d'il y a plusieurs siècles. Alors, trois pays qui vont faire l'écrasante majorité des matchs, et puis les trois autres en Amérique latine. Alors, on fait le tour de la question. Beaucoup de questions sont réglées, beaucoup d'autres ne le sont pas. Elles vont encore être réglées, donc on continuera d'en parler ici et ailleurs. D'ici là, merci Yassine Yatteo d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, Aziz Daouda. Merci à vous toutes, à vous tous, et à la semaine prochaine.